Bon, comme le sujet c'était les data centers, je me suis dit on va faire un petit peu un tour d'horizon sur le sujet vu d'OVH. Alors déjà, merci d'être venu. Donc je vais commencer par me présenter, puisque je suis... alors, bon, je vais commencer par me présenter, puisque je suis un ancien de la maison. Donc moi j'ai quitté la Moselle il y a... C'était quand? En 2000. Parce qu'on était là la première année, après, je sais pas si c'est pour vous c'est toujours pareil, mais après on se faisait jeter. Il fallait qu'on aille trouver un hébergement ailleurs. Donc Minette je connais, le club robotique je connais. On avait fait un merveilleux robot à l'époque, qui a été tellement bon que il a jamais démarré. Donc on a fait un robot en Lego pour participer au concours de robotique, qui s'est fait donc défoncer une fois sur le terrain face à un vrai robot. Il a explosé. Bref, c'est pas pour ça que je suis venu. Sur et c'est exactement le point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est les data centers. Quand on est sur le campus, on ne sait pas ce que c'est. Alors, dans le meilleur des cas, on a une salle serveur où on a une paire de racks avec des machines dedans, des switches, et on voit à peu près à quoi ça ressemble. Mais des vrais data centers de production, on n'a pas la vision de ce que c'est en réalité. C'est ce que je vais essayer de donner un petit peu aujourd'hui. Alors, les data centers, globalement, ça ressemble à ça. Ça, c'est une photo de chez nous, chez OVH. C'est des piles de machines dans des couloirs, et il y en a plein. Il y a différentes sortes de data centers. On peut avoir des data centers chez soi, quand on est une entreprise, quand on est une administration, etc. Plus ou moins gros. Donc, quand ça devient gros, ça ne va pas forcément à l'extérieur. C'est Airbus a des gros data centers en interne chez eux. Le sujet, c'est pas interne ou externe, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on le pilote, qu'est-ce que ça apporte de l'externaliser ou de l'internaliser. Donc, mais il y a toujours des cas d'usage où c'est intéressant de l'avoir en interne. Bon, chez OVH, je vais présenter l'entreprise un petit peu après. Nous, on fournit des infrastructures, donc notre métier, c'est de venir accueillir les gens qui ont des choses à faire tourner sur des grosses infrastructures à l'extérieur, enfin petites ou grosses d'ailleurs, et de le faire venir chez nous. Et donc d'avoir un certain nombre de valeurs ajoutées sur ce sujet-là pour nos clients. Mais il n'empêche qu'il y a des clients où ça a du sens de le faire en interne chez eux. Les data centers, c'est aussi des sujets où on fait de la colocation. Il y a des gens qui vont construire des salles blanches, qui vont amener l'électricité, le réseau, et puis vous mettez vos serveurs vous-même dedans. Ça s'appelle de la colocation. C'est une manière de faire des data centers. Il y a des data centers mutualisés, où vous allez avoir, par exemple, plusieurs entreprises qui peuvent se mettre d'accord pour dire on va mettre de l'argent tous ensemble pour construire un data center à plusieurs. Si je prends un exemple, un certain nombre d'infrastructures de calcul haute performance, donc qui demandent beaucoup de serveurs pour des sujets de simulation numérique dans l'aéronautique, dans les matériaux, sur la dissuasion nucléaire, etc., font l'objet de ce type de coopératives qui sont gérées par le commissariat à l'énergie atomique. Maintenant on dit au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je crois, qui crée des mutuelles de ce type-là là-dessus. Et après, on a le cloud computing, ce qui est aujourd'hui je vais dire le mainstream pour tout le monde. Et c'est ce que nous on fait chez OVH. Alors, juste un petit peu de background pour ce qui me concerne, pour que vous sachiez qui vous parle. Donc, une fois que j'ai quitté la Moselle, j'ai monté plusieurs entreprises, deux dans le domaine des services open source, une dans le domaine du calcul haute performance et de la simulation numérique, qui s'est fait racheter par OVH. Donc, j'ai ma connaissance des data centers à monter en puissance, puisqu'on a les premiers services, c'était de mettre en place des services de mail, de web, etc., sur quelques serveurs. Et aujourd'hui, les infrastructures qu'on gère chez OVH, c'est 260 000 machines physiques en production. Donc, j'ai fait toutes les échelles de taille de data center entre mes débuts et maintenant. Donc, l'échelle d'après, c'est passer le million de data centers, le million de serveurs physiques. Je ne parle pas de machines virtuelles, hein, je parle bien de serveurs physiques dans ce qu'on fait. Donc j'ai été étudiant à Télécom École de Management, mais je vous dis, je fais partie aussi du club robotique, tout ça. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'Institut des hautes études de défense nationale. Aujourd'hui, entre autres, j'ai mis quelques mots-clés qui vous parlent pas.
mais je suis notamment président de l'association européenne des fournisseurs d'infrastructures de cloud, qui s'appelle CISP pour Cloud Infrastructure Service Provider in Europe, qui travaille sur le sujet de la protection des données, sur des standards entre les fournisseurs de cloud. Donc je travaille beaucoup avec nos concurrents sur ce sujet-là, Amazon Web Services et d'autres, pour déterminer des règles de bonne conduite sur ce sujet-là, entre autres choses. On parlait du cloud computing. Aujourd'hui, on a entre guillemets qu'une heure question comprise, donc je vais être rapide. C'est pas à vous que je vais expliquer que tout va vers le cloud aujourd'hui. J'ai mis quelques chiffres d'IDC si ça vous intéresse. Je pense que vu que c'est enregistré, vous pourrez revenir dessus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'ensemble des workloads dans le domaine informatique, si on accepte les sujets de l'embarqué, aujourd'hui vont vers du cloud. Et on assiste à un shift majeur de l'informatique IT traditionnelle à l'intérieur des entreprises vers le cloud. Le cloud, ce n'est pas un nouveau marché. De penser que c'est quelque chose de nouveau, c'est faux. C'est quelque chose de plus industriel, de plus automatisé, qui se déploie plus vite, qui permet de faire du scale-up plus vite, mais ce n'est pas nouveau. On gère des infrastructures, sauf qu'on est capable d'industrialiser mieux parce qu'on le fait pour plein de clients plutôt que de le faire en interne. Par contre, on fait les mêmes dépenses IT, et plutôt que d'acheter chez HP, chez Dell ou chez IBM, on va dépenser chez Amazon, chez Microsoft, chez OVH et chez d'autres. Donc c'est un shift de marché plus qu'un nouveau marché en tant que tel. Donc, juste parce que le sujet c'est les data centers, donc je ne vais pas m'éterniser sur les... mais c'est juste de montrer les projections. Aujourd'hui, on est en 2017, vous voyez où on en est, la taille du marché du cloud, et donc la consolidation du marché de l'IT vers quelques acteurs majeurs qui font de l'infrastructure, et commence à peine, et elle est colossale. Et pourtant, on est déjà sur des rythmes de croissance extrêmement forts. Pour ne pas parler d'OVH, une boîte comme Amazon, aujourd'hui, fait 50% de croissance annuelle, alors que c'est une boîte qui fait déjà 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on est sur des rythmes de croissance qui sont absolument colossaux, et qui sont, eux, pour le coup, nouveaux. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que c'est un autre marché. Quand on parle des data centers et du cloud, il faut aussi comprendre, avant de rentrer dans la tripatouille et de vous montrer à quoi ça ressemble un data center, le cloud, c'est aussi un sujet de géopolitique. Donc ça semble des grands mots comme ça, mais les infrastructures de cloud, les data centers, c'est là où on stocke les données. C'est là où on stocke la valeur. Donc après, ok, il faut en faire quelque chose des données. Mais c'est quand même l'endroit où on stocke la valeur. Et la capacité d'accéder ou de ne pas accéder à ces données-là, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, mais qui le sera encore plus dans le futur. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est sur un marché où on est sur une forme de monopole naturel, c'est-à-dire que le fait d'être de plus en plus gros donne des avantages compétitifs par rapport à ses compétiteurs, et donc c'est vraiment une course à la taille de quelques acteurs. Et il y a des acteurs américains nombreux, je crois qu'il y a Google qui parle juste après, qui fait partie de ces choses-là. Il y a, Microsoft en fait partie, Amazon Web Services en fait partie, etc. L'enjeu ici, c'est est-ce que il y a des sociétés américaines, il y a des sociétés asiatiques ou russes sur ce sujet-là. Quelles seront les sociétés européennes dans 10 ans, dans 15 ans, sur ce sujet-là, pour être capables de porter une vision européenne sur ce sujet-là, sur la protection des données, parce que le point d'équilibre entre la protection des données et la sécurité publique n'est pas le même, notamment aux États-Unis et l'Europe. On n'est pas du tout sur le même point d'équilibre. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels c'est important de comprendre que ça va bien au-delà de la technique, ce dont on parle ici. Alors, OVH, je vais présenter un petit peu. OVH, c'est le premier hébergeur en Europe. Aujourd'hui, en termes d'hébergement web, OVH héberge à peu près un peu plus d'un tiers des sites web français. En Europe, on héberge à peu près un peu plus de 20% des sites web en Europe. Donc c'est le premier hébergeur européen.
On gère aujourd'hui un parc de 260 000 machines physiques, ce qui fait d'OVH en fait la seule boîte européenne aujourd'hui dans le top 10 mondial en termes de volume de serveurs physiques dans ce marché-là. Donc ce que je vous montre, ça va être un niveau d'industrialisation extrêmement fort et ça reste une typologie particulière d'entreprise. On est dans du massif sur du cloud. Il y a beaucoup d'acteurs du data center qui vont avoir une vision très différente avec des data centers locaux, plus petits, moins industrialisés. Donc on va être sur une logique un petit peu différente. OVH, c'est aujourd'hui on a une vingtaine de data centers qui sont en production. On en aura une trentaine à la fin de cette année. Donc c'est une explosion qui, encore une fois, une croissance qui va extrêmement vite. Et on aura une capacité à couvrir beaucoup d'autres pays dans les mois qui suivent. La société a été créée en 1999, comme beaucoup d'entreprises du cloud aujourd'hui. C'est un peu la bulle des années 2000 de l'époque. On est quasiment 2000 aujourd'hui, parce que 1600 c'est un peu vieux. Il y a 2 semaines, on a annoncé le rachat d'une partie des activités de VMware. Donc si vous faites un peu de la tech, VMware ça doit vous parler sur la partie virtualisation. On a racheté toute l'activité data center de VMware qui avait des activités en propre pour ses clients d'externalisation d'infrastructures. Donc c'est toutes les équipes, toutes ces équipes-là et les data centers sont en train de rejoindre OVH. Voilà. Et l'opération sera clôturée dans une paire de semaines là-dessus. Et on est en train de dérouler un plan d'investissement entre cette année et 2020 de 1,5 milliard d'euros. Donc c'est une société française qui a son siège à Roubaix et qui a une croissance annuelle de 30% par an. Donc, et on recrute. Donc pour ceux que ça intéresse ou que ça intéressera plus tard, n'hésitez pas. Cette année, on va recruter hors rachat à peu près 800 personnes sur ce sujet-là. Un dernier slide juste pour positionner un petit peu l'enjeu. Notre métier à OVH, c'est quoi? C'est de faire de l'investissement pour le compte de tiers. C'est-à-dire qu'on va construire des data centers, on va mettre des machines dedans, on va mettre de l'électricité, on va mettre des couches de virtualisation, on va mettre le réseau pour que les gens puissent consommer de la ressource et de les payer à l'usage. Payer à l'usage, ça peut être à la minute, à l'heure, au mois. Il y a différentes modalités de type d'usage en fonction de type de service qu'on va vouloir utiliser. Juste un sujet, c'est l'un des gros enjeux de ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride, c'est de dire comment on va passer de manière totalement transparente des infrastructures internes d'une entreprise vers le cloud et vice-versa. Ça, c'est le sujet de l'hybrid cloud et ça a des conséquences sur la manière dont on architecture ce qu'on fait, les offres, les technos, etc., etc. Et ça, c'est un des grands enjeux de demain pour des entreprises comme les nôtres, c'est d'être capable non seulement de construire des data centers, mais d'accueillir facilement et de faire de la migration à chaud d'infrastructures virtualisées qui existent déjà dans les entreprises pour les faire venir chez nous, mais éventuellement pour qu'elles retournent dans les entreprises, le cas échéant, mais sans couture et sans avoir besoin d'opérations complexes. Donc d'être capable de déménager des data centers complets en quelques heures maximum. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un truc important qui est en train de se produire. Alors qu'est-ce qui fait qu'OVH est différent par rapport à la plupart des offreurs de cloud sur le marché aujourd'hui? En fait, OVH a une stratégie de structuration verticale de son approche, c'est-à-dire qu'on va construire nos serveurs, on va construire nos data centers, on va posséder le réseau, y compris on va faire de la fibre noire partout sur le globe pour maîtriser les niveaux de service qu'on fournit à nos clients, etc. Donc on est vraiment dans une intégration verticale qui nous évite de dépendre d'opérateurs télécoms, d'un certain nombre de fournisseurs sur lesquels on n'a pas de souplesse ou on va y avoir un empilement de marge sur les prix, etc. etc. Donc on a toute cette capacité-là de faire par nous-mêmes.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit nos propres serveurs. Donc là, on voit quelqu'un qui est en train d'assembler certains de nos serveurs. Il y a d'autres photos après. J'ai fait le choix de mettre un certain nombre de photos justement pour montrer, le sujet étant les data centers, et souvent on ne voit pas. Donc je pense que c'est important de voir. Et l'intérêt de construire ce serveur, c'est quoi? C'est déjà, quand on achète un serveur chez quelqu'un qui en construit, HP, Dell, IBM ou autre, il faut connaître la configuration, il faut passer la commande, il faut que ça soit livré, et ensuite il faut la tester, la mettre en prod, etc. C'est rien qu'entre la commande et la livraison, statistiquement, avant d'être chez OVH, j'ai vendu beaucoup d'infrastructures pour mettre chez les clients sur du sujet du calcul de performance. Vous n'êtes jamais livré en moins de 6 semaines. Donc, pour être capable d'être réactif et de dire, tiens, là on lance une offre, lundi, lundi on va avoir un certain nombre de commandes de tel type, etc. Bah, du vendredi au lundi, on peut faire évoluer nos chaînes de production. Aujourd'hui, on a des capacités de prod, on est capable de produire pour nos propres besoins plus de 2000 serveurs physiques par jour sur nos propres lignes d'assemblage. Aujourd'hui, OVH, c'est le premier client d'Intel en Europe. Donc, que ce soit en volume de processeurs ou de disques durs, etc. Donc, ça nous donne une grande souplesse par rapport à ce qu'on fournit, ce qu'on est capable de fournir à nos clients. Mais ça va au-delà. Si OVH s'est lancé dans la conception de ses propres serveurs, c'est pas parce que c'était sympa. C'est à la base, on avait un problème de refroidissement. Donc, on a commencé à développer des systèmes de refroidissement propres à OVH. C'était en 2003. Donc ça fait un petit moment déjà, avec des systèmes de water cooling, qui à l'époque ne se faisaient pas des masses. Aujourd'hui, tous les grands data centers utilisent des technologies dites de water cooling. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas du refroidissement. On ne fait pas de refroidissement à air, on fait traditionnel, donc on n'utilise pas de climatisation, mais on va faire du refroidissement directement au niveau du composant. C'est-à-dire qu'on va faire des échangeurs thermiques directement sur les processeurs et autres, ce qui rendait notre capacité à commander chez un fournisseur de serveurs impossible, parce qu'on ne pouvait pas adapter nos propres systèmes dans ces serveurs-là. Donc à l'époque, c'était pour des questions de densité. Pour ceux qui connaissent l'histoire du sujet, il y a 20 ans de ça, ça coûtait moins cher d'avoir un bâtiment dans Paris, parce que la connectivité était extrêmement chère. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un bâtiment dans la Pampa et faire venir la fibre optique, ça coûte moins cher. Mais à l'époque, il y avait un vrai sujet de densité, parce qu'effectivement, il fallait être sur les nœuds où il y avait de la communication et au cœur des villes. Donc on avait besoin de développer ces choses-là. Et ça a généré des bénéfices induits, qui sont qu'effectivement, on consomme beaucoup moins d'énergie en mettant directement des échangeurs thermiques au niveau des composants qui font les choses là. Donc on peut faire ça, on a plus de souplesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une entreprise comme OVH est capable de gérer les différents moments de la vie d'un ordinateur, d'un serveur informatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre sur le marché des infrastructures qui sont les dernières qui sortent, les derniers processeurs, les derniers types de disques durs, etc. etc. Dans le temps, la valeur de ces choses-là diminue. Mais ce qu'on peut faire, nous, c'est qu'effectivement, comme on maîtrise la chaîne de production, on peut désassembler les systèmes, récupérer, tester les composants qui fonctionnent, la RAM, les procs, etc., pour refaire d'autres configurations de machines qu'on va mettre sur le marché. Donc ça nous donne aussi la capacité de faire de recycler beaucoup plus longtemps les composants pour les valoriser dans notre chaîne de valeur. Ce qui nous permet aussi, entre la souplesse, les réductions de coûts de consommation électrique, les réductions de coûts de composants de cette manière-là, ça nous permet non simplement de faire du green IT, mais bon, ça, le truc est un peu galvaudé, mais on est un vrai acteur de l'économie circulaire. Mais ça nous permet surtout d'avoir un avantage économique, parce qu'à chaque fois, on valorise et ça coûte moins cher. Et ça nous permet d'avoir des prix extrêmement agressifs sur ce qu'on fait en termes d'infrastructure. De la même manière, on fait nous-mêmes la conception de nos data centers. Donc j'ai d'autres photos après, mais on a différentes manières de construire des data centers.
Encore une fois, on fait des choses qui font de l'échelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, construire un data center pour moins de 10 000 machines physiques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans les mêmes niveaux d'échelle qu'un hébergeur informatique local, je ne sais pas il y en avait juste à côté, je ne sais pas s'il existe encore, mais qui va avoir quelques racks, quelques dizaines de racks, maximum quelques centaines de racks. Nous, on est dans une autre échelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place une infrastructure si on n'a pas au moins 10 000 machines à mettre dedans, parce que c'est ce qui nous permet de diminuer, d'avoir un effet de masse sur le coût de production des systèmes, et donc d'avoir des prix les plus agressifs possibles sur les marchés pour les gens qui vont acheter nos infrastructures. Et donc, pour construire ces data centers, on a différentes manières de construire les data centers. On est capable de construire sur un terrain nu. La photo que vous voyez en bas à droite, c'est une tour qui fait 6 étages. Il y a 35 000 machines physiques dedans. Donc c'est un cube qui est creux à l'intérieur. J'ai d'autres photos derrière. Il y a 35 000 machines dedans. Ça, notre métier, c'est de rendre ça opérationnel. Pour gérer ça, sur la partie strictement geste de proximité, un disque qui crame qu'il faut changer, les interventions de proximité sur les machines qui ne démarrent plus, etc. On a, et ça c'est de la stat, on a en permanence 2 personnes à temps plein pour gérer 35 000 machines, pas plus. Donc je ne parle pas des admin 6, je parle vraiment des gens qui font les gestes de proximité, qui ont besoin d'être physiquement présents dans le data center. Donc on arrive à automatiser, à prévoir, à faire de la maintenance préventive sur un certain nombre de sujets, etc., pour automatiser complètement toute la chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose... L'informatique aujourd'hui, c'est une industrie qui est ce que faisait l'automobile dans les années 60, c'est-à-dire qu'on construit des grosses usines qui vont produire des milliers ou des millions d'unités, et c'est ça aujourd'hui, notre métier. Donc on est capable de construire sur des terrains nus. Ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on va racheter des friches industrielles, c'est-à-dire des bâtiments déjà existants, qui sont tout moches, mais qui sont plus utilisés. Il y en a plein. Alors c'est un peu triste, parce que le sujet... il n'est pas qu'en France, mais le sujet de la désindustrialisation, c'est un sujet assez complexe. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a un certain nombre de sites industriels où l'électricité, les lignes à haute tension arrivent déjà, et qui est quand même un critère important pour nous qui consommons beaucoup d'électricité. On a déjà des arrivées haute tension qui arrivent, et on va être capable de construire à l'intérieur d'un bâtiment des salles avec des unités de quelques milliers de machines, justement, à chaque fois, pour être capable de monter ces choses-là rapidement. Un exemple intéressant, c'est on a un data center à Gravelines. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on l'avait acheté, je ne sais plus c'était quelle année d'ailleurs, on a acheté le terrain au mois de février. Il y avait une usine dessus, une ancienne usine d'embouteillage de Coca-Cola. Le site était ouvert à nos clients en prod avec un certain nombre de milliers de machines dedans accessibles en juillet. Donc on est capable de construire très vite, parce que 6 mois pour construire un data center, c'est très vite, des capacités industrielles de production qui sont assez faramineuses. Globalement, sur la partie refroidissement, parce qu'il y a des choses dans le data center, il y a des choses dans les serveurs de ce que je vous disais, en gros, on va évacuer à peu près 70% de la chaleur par du water cooling, et le 30% restant, c'est du free air cooling. Donc c'est le flux d'air naturel qui va simplement évacuer la chaleur. Alors selon la typologie des data centers, les choses, le flux est géré différemment, mais globalement, on va avoir partout des capteurs en entrée et en sortie pour mesurer les températures en permanence, et on va faire rentrer plus ou moins d'air pour évacuer l'air sortant. Donc c'est asservi évidemment aux mesures, etc.
Le sujet étant que ce qu'il faut savoir dans un data center, le sujet c'est pas tant la température. Fut une époque, on faisait des data centers où il fallait qu'il fasse 16 degrés tout le temps dans le data center. Aujourd'hui, le sujet, on s'est rendu compte que le sujet c'était pas tant qu'il fasse 16 ou 25, c'était que la température soit constante, qui est le sujet le plus important parce que c'est la variation de température qui abîme le matériel. C'est pas nécessairement la température absolue qui va abîmer le matériel. Donc la tolérance du matériel peut aller très loin. Après, il faut avoir le bon dosage pour être capable d'apporter ça. Mais on refroidit beaucoup moins les serveurs aujourd'hui que ce qu'on refroidissait il y a 10 ans. Juste des unités de mesure. Alors, il y a un truc qui s'appelle le PUE, pour Power Usage Efficiency, qui mesure finalement la qualité de l'efficacité de la consommation électrique et du refroidissement dans les systèmes. Et pour faire simple, ça se mesure par exemple sur 100 watts qui va dans un serveur, il en faut combien pour gérer tout l'environnement, le refroidissement, etc. C'est ce qu'on mesure par le PUE. Les data centers qui se faisaient sur du refroidissement traditionnel en clim, un climat à air traditionnel, il y en a peut-être encore ici dans les bâtiments dans un sous-sol. On avait un PUE qui était compris entre 2,5 et 3,5. Ça veut dire que pour 100 watts qui allaient dans une machine, on utilisait entre 250 et 350 watts supplémentaires pour le refroidissement et la gestion des infrastructures. Nous, aujourd'hui, en prod, depuis 5 ans, on a un PUE qui est situé entre 1,07 et 1,09. Ça veut dire que pour 100 watts qui va dans une machine informatique, il y en a entre 7 et 9 watts qui sont utilisés pour le refroidissement et autres. Parce qu'on est très efficace et qu'on fait du refroidissement au niveau du composant. Si on prend des choses qui sont comparables aujourd'hui, parce qu'il y a 5 ans, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Aujourd'hui, ça s'est quand même largement développé, mais même sur des systèmes de refroidissement, sur du water cooling, mais la plupart des gens ne le font pas au niveau du composant. Les derniers data centers de Microsoft sur Azure, ils sont à un PUE qui est aux alentours de 1,25. Donc on est quand même encore sur quelque chose qui est extrêmement efficace, et tout ça c'est de la R&D qui est faite en interne chez OVH sur nos systèmes de refroidissement. L'un des enjeux pour une entreprise comme nous, c'est d'être capable de gérer l'automatisation de l'ensemble des procédures. Et la proposition de valeur qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est que sur la plupart de nos offres, il y a toujours des exceptions, donc c'est pour ça que je dis sur la plupart de nos offres, notre objectif c'est d'être capable de mettre en production un nouveau serveur pour un client entre le moment où il le commande et le moment où il est livré, up and running, accessible avec l'OS, etc., c'est 2 minutes maximum. Donc c'est vraiment, on travaille vraiment sur l'automatisation. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des data centers qui sont prêts, d'avoir des infrastructures en permanence qui sont alimentées, d'être capable de gérer les trends de commandes et d'anticiper les types d'usages qui vont être faits par nos clients pour servir ça en permanence. Et ça a vraiment des impacts sur la manière dont on crée, dont on structure les data centers. Ce qu'il faut comprendre par exemple, c'est qu'une boîte comme OVH, on est un peu comme, je sais pas, un Carrefour, un Leclerc ou autre. Vous êtes dans un supermarché et vous dites, voilà, moi j'ai envie d'un gâteau. Et chez OVH, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir vous dire, tiens, je vais m'acheter des œufs, de la farine, etc., et je vais faire mon gâteau moi-même. Ou je vais m'acheter un 4 quarts de chez Papy Brossard. Vous allez avoir un ensemble de choses. Donc on a beaucoup de références, nécessairement, qui sont liées à cette approche-là, qui est de dire, on vous fournit l'infra, et ensuite vous prenez ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez au-dessus de ça. On a dans le domaine du cloud, tout le monde n'a pas ce sujet-là de la même manière. Des gens qui ont comme métier de ne faire qu'une application, c'est pas dévalorisant quand je dis qu'une application, mais le sujet pour Facebook, pour Google, que ce soit pour ses besoins propres ou même pour faire de la VM à la demande ou pour Amazon n'est pas le même, puisqu'on est en mode, on va mutualiser pour faire du
public cloud sur un certain nombre de sujets. Et donc au final, on gère moins de références derrière. Et donc la complexité de gestion de ce type de choses-là est moindre parce qu'on va avoir moins de références à gérer. Donc c'est plus simple d'alimenter en permanence les infrastructures. On a une difficulté particulière chez OVH qui est de dire on fournit de l'infra, même du bare metal, c'est-à-dire qu'on va fournir des serveurs nus où il n'y a pas d'OS, où on peut faire jusqu'à des couches avec du PaaS, avec du vSphere as a service, de l'OpenStack, etc., etc. Et donc on a tout un spectre à couvrir qui est beaucoup plus complexe à gérer et donc qui a des conséquences dans la manière dont on gère la chaîne logistique, la production, etc., etc. Donc là, j'ai mis une série un peu d'images pour illustrer ce que c'est un data center, parce que le sujet c'était les data centers, c'est quoi. Donc là, je vous présente c'est un des bâtiments, donc Roubaix 4, qui est le 4e data center qu'on a à Roubaix. On est en train de construire le 7e. Donc là, on voit vraiment la tour qu'on a construite et l'intérieur est creux, totalement creux. Et l'idée, en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va être capable de prendre de l'air à température ambiante à l'extérieur sur les façades extérieures du bâtiment. Les machines sont à l'intérieur. La première photo que je vous ai montrée avec des couloirs, c'est à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et le flux naturel de l'air va emmener l'air vers l'intérieur du bâtiment et par un effet cheminée, l'air chaud va s'évacuer. Donc là, on est vraiment on utilise, je veux dire, de la physique de base pour diminuer nos coûts de refroidissement et d'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une boîte comme OVH, l'électricité, c'est à peu près 25% de nos coûts globaux. Donc c'est colossal. Donc tout ce qu'on peut gagner sur la consommation électrique, c'est majeur, parce que ça se retrouve sur des prix plus bas ou sur plus de marge, donc plus de capacité d'investissement, etc., etc. Donc ça, c'est une manière qu'on a de construire des data centers. On l'a fait... on l'a fait en intérieur ici. Je reviens, je l'ai pas mis dans le bon ordre, c'est pas grave. Là, on est à l'intérieur d'un bâtiment. C'est au Canada, où on a construit des petites tours de cette manière-là, qui font que 3 étages, mais à l'intérieur d'un bâtiment. On avait, au Canada, on a racheté une usine de Rio Tinto, donc c'est des gens qui font de l'aluminium, et on a construit des data centers à l'intérieur. Et ce qui nous permet de bénéficier déjà de l'enveloppe, du système d'évacuation de la chaleur globale du bâtiment qui était déjà en place, parce que l'aluminium, c'est quelque chose qui dégage énormément de chaleur, tout en bénéficiant évidemment des arrivées haute tension. Donc on avait déjà du 100 MW de disponible sur le site, pour venir populer les data centers de cette manière-là. C'est une manière qu'on a de faire les choses. Aujourd'hui, dans un certain nombre de bâtiments qu'on rachète, on va construire les choses à l'intérieur de manière un petit peu différente, parce que ça dépend aussi des hauteurs sous plafond, des machins, d'un certain nombre de sujets, où on va construire finalement des containers. Donc il y a beaucoup de data centers aujourd'hui, il y a eu pas mal de pubs à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais vraiment les data centers en container, etc. Le sujet du container, c'est quoi? C'est d'isoler finalement la chaleur dans un espace plus restreint et donc de consommer moins, pour l'évacuer. Et c'est ce qu'on fait. Donc là, je vous ai montré la manière dont on construit aujourd'hui un certain nombre de data centers en cours, que ce soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs. Donc on est en train de... aujourd'hui, nos data centers, on en a en France à Paris, à Roubaix, qui est le siège de l'entreprise, à Strasbourg, à Gravelines. On est en train on en a un au Canada, on en a construit 2 aux États-Unis. On en a un à Singapour, on en a un en Australie, en Allemagne, en UK, et un certain nombre d'autres qui sont en train de se faire, en Pologne, etc. Donc il y en a beaucoup qu'on construit de cette manière-là, avec truc traditionnel de construction, c'est une allée chaude, une allée froide. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le data center, mais en gros, l'allée chaude, c'est devant les machines. Non, l'allée froide, c'est devant les machines et l'allée chaude, c'est derrière, parce que c'est là qu'il y a toute la chaleur qui va arriver. Et ensuite, on évacue ce qui se passe derrière. Donc,
Dans l'exemple de tout à l'heure, voilà, il y a le micro qui marche. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a l'allée chaude, elle est directement à l'intérieur de la tour. Ici, on l'évacue par d'autres biais, avec d'autres systèmes d'évacuation, mais toujours en free air cooling. Pour construire rapidement, il y a plein de manières de construire des data centers. J'ai vu des data centers extrêmement jolis dans ma carrière. Donc avant, je faisais du calcul haute performance, donc j'ai vu des super beaux data centers financés par des fonds publics en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui sont géniaux. Mais le prix de construction est beaucoup plus cher que ce qu'on fait nous. Nous, notre sujet, c'est comment on diminue le coût pour offrir un meilleur coût sur le marché. Et donc on va construire vite même la manière dont on structure les racks, on ne va pas acheter des racks. Un rack que vous allez acheter sur le marché, c'est quelque chose qui va vous coûter entre 1000 et 1200 euros hors taxe généralement. Nous, on va poser des rails. Et on pose des rails et puis qui sont déjà pré-perforés chez nous en usine, ou dans certains cas avec un système d'autoforeuse qu'on faisait pour aller plus vite dans la mise en place des infrastructures. De la même manière, donc une fois que c'est fini, c'est plus joli, on a vraiment des cages avec quelques milliers de serveurs par cage à chaque fois, ce qui nous permet vraiment de confiner l'évolution pas à pas de la taille du data center. Notre data center à Gravelines peut héberger jusqu'à 400 000 machines physiques. Aujourd'hui, en prod, partout, on en a 260 000. Dans un de nos data centers au Canada aussi, on a 350 000 machines. On a de la place pour mettre 350 000 machines, etc. etc. Donc aujourd'hui, on doit quasiment avoir 1,5 million de capacité en termes de nombre de machines qu'on pourrait mettre dans nos data centers si les clients nous le demandaient. Donc on est prêt on n'a pas de difficulté à évoluer très vite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire qu'on fasse des choses autour du public cloud où entre guillemets tout est virtualisé et une machine peut être découpée pour adresser plusieurs clients, mais on peut faire du private cloud aussi. On va dire une machine, c'est maximum un client. Donc un client peut faire tourner éventuellement plusieurs VM sur la même machine, mais il ne peut pas y avoir 2 clients différents sur la même machine. On peut le faire au niveau de la machine, au niveau du rack, avec des cages autour, avec une petite caméra pour renforcer la perception de la sécurité qu'on va avoir un certain nombre de clients. Ça peut être fait au niveau du container. Donc on peut faire du data center à la demande. Donc un client qui a besoin de 10 000 machines, on sait le mettre en prod très vite. Pour nous, c'est un container supplémentaire. On a toujours des containers d'avance. C'est de la production de machines. On est capable de monter à 2000 machines par jour en production, de fabrication. Donc on est capable d'aller très vite sur monter des data centers à la demande. Ça, c'est une autre manière qu'on a expérimenté de construire des data centers. On ne les construit plus comme ça aujourd'hui. On le voit un peu au fond. On avait empilé des containers. Mais là, des containers de bateaux traditionnels qu'on a découpés et dans lesquels on a mis les machines avec des transpales à l'intérieur. Donc on construit plus de cette manière-là aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est pas la chose la plus efficace. Mais on a fait ça. OVH a mis des machines dans des bains d'huile pendant une année pour tester comment ça se passait, etc. pour le refroidissement. C'est bien sur le refroidissement, sur la maintenance, c'est chiant. Donc quand on fait du calcul haute performance, quand on n'a qu'une application à gérer, si je reprends, ou un nombre d'applications limité, sur plusieurs milliers de machines, s'il y a une machine qui crame, on s'en fout. C'est-à-dire, on ne va même pas faire la maintenance. Je veux dire, il y en aura toujours une qui sera prête à reprendre le workload derrière, etc. Je veux dire, c'est les niveaux d'échelle et il y a tellement de machines en production là-dessus que c'est pas un problème. Par contre, nous, derrière chaque machine, c'est un client. Donc, il faut faire la maintenance sur la machine. On ne peut pas la laisser morte comme ça dans un coin et dire au client, bah désolé, ça marche pas comme ça. Donc la maintenance, c'est un vrai sujet pour nous. Donc il y a des technologies qui sont utilisées aujourd'hui de refroidissement. Le bain d'huile, par exemple, CGG, qui s'appelait Compagnie Générale de Géophysique. Donc c'est des gens qui ont leur siège à Massy, pas très loin d'ici. C'est des gens qui font la recherche pétrolière où Total
BP, Exxon, etc., sous-traitent à ces gens-là pour aller regarder dans les réservoirs ce qui reste comme pétrole à chercher, etc., etc. Donc il va faire les études de sol et comment récupérer le maximum de pétrole à l'intérieur et de valoriser tout ça. Donc ça demande de la puissance de calcul, de simulation numérique très forte, mais c'est un nombre de codes de calcul qui est extrêmement restreint. S'il y a une machine qui crame, il s'en occupe pas. C'est du bain d'huile, mais par contre c'est extrêmement efficace en termes de refroidissement, c'est plus efficace que de l'eau. Donc c'est plus efficace que ce qu'on fait nous. Par contre, en termes de maintenance, c'est pas du tout le même sujet. Donc la machine, on la sort pas, quoi. Donc on est dans ça, juste pour illustrer qu'on est dans des cas un petit peu différents. Tac. Juste sur la gestion de la chaîne de production, on a, nous, aujourd'hui, 2 chaînes de production, une en Amérique du Nord, une en Europe, pour alimenter tous nos data centers en Europe, l'autre en Amérique du Nord. En Asie, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas encore de ligne de prod là-bas. Mais où on envoie les machines avec les racks, tout est prêt à être racké, ça arrive sur le site, hop, 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 on les met donc ça part de la prod et ça arrive dans la journée dans le data center et c'est mis en place dans le data center dans la journée ou le lendemain, etc. Donc on est capable d'aller très très vite et de s'adapter très vite à l'évolution de la demande. La manière dont, ce qui est important aussi, quand si vous avez déjà regardé comment était fait un serveur à l'intérieur, voire à l'extérieur juste. Alors, quand vous achetez un serveur, encore une fois, chez nos copains de Dell, d'IBM, d'HP, etc., c'est toujours joli. Parce qu'ils vendent un truc qui doit être joli aussi. Parce que, et quelque chose qui doit avoir une certaine robustesse parce que c'est expédié et c'est utilisé dans des contextes qui sont très différents. Qui vont être sous le bureau de la secrétaire, qui vont être dans un placard, derrière une salle de réunion, etc. J'en parle en connaissance de cause, hein, j'en ai mis comme ça dans des boîtes que j'ai montées, donc je vois très bien à quoi ça peut ressembler. Jusque dans des grands centres de calcul où c'est important de montrer au chef que ce que vous avez fait, c'est vachement bien. Et la manière pour un chef de juger que l'investissement de quelques millions ou dizaines de millions d'euros qu'il a fait dans un data center est bien, c'est que c'est beau. Le jugement, c'est celui-là. Parce que quand vous vous adressez à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est fait dedans, le sujet, c'est que ça soit beau. C'est que quand on fait une photo, c'est joli. Quand on coupe le ruban, que le politique du coin il puisse être sur la photo, il est content, etc. etc. Donc il faut que ça soit joli. Nous, chez OVH, on s'en fout que ce soit joli. C'est-à-dire qu'on n'invite personne dans nos data centers, c'est pas Disneyland. Donc si c'est moche, enfin moi j'aime bien le style industriel, mais il faut que ça soit efficace, pas que ce soit intrinsèquement beau. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les machines, on n'a pas un serveur, c'est pas 6 côtés, c'est pas 6 faces. Avec un capot qu'on ouvre. Chez nous, c'est une plaque avec les trucs qui sont mis dessus. Et ce qui prend du temps en maintenance, c'est visser, dévisser, par exemple. Et ben, on n'a pas de vis, on a des clips. Donc, on a plein d'astuces comme ça pour aller plus vite. On tire une plaque, on clipse, on déclipse. Nos systèmes de refroidissement, vous le voyez là, il y a des tuyaux d'eau, un tuyau entrant, un tuyau sortant. Et ben, on va intervenir avec des clampes de médecins pour simplement arrêter le flux d'eau. C'est quand on va intervenir sur une machine. Donc on est vraiment dans des choses qui sont extrêmement pratiques, extrêmement fonctionnelles, et ça nous permet d'être extrêmement efficaces sur nos interventions. C'est-à-dire que statistiquement, s'il y a un problème sur une machine, d'un de nos clients, on intervient en moins de 15 minutes. Donc c'est pas ce qu'il y a dans nos SLA, mais dans nos stats, on doit être aux alentours de 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous... L'efficacité, à chaque instant, c'est quelque chose qui est important dans la chaîne de valeur de ce qu'on fait d'un data center. Mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'on est dans un fournisseur de cloud qui est gros, et tous les data centers ne fonctionneront pas de la même manière. Je le disais aussi, voilà, c'est là on voit un peu mieux, on a des systèmes de refroidissement qu'on va vraiment plugger sur le processeur où ça va chauffer, etc. Donc on est à la... on doit être à la
5e génération de système de refroidissement en refroidissement à eau. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais en 2003, quand on a commencé ça, si vous disiez que vous faites du refroidissement à eau dans votre data center, vos clients vous auraient dit vous êtes fou. Jamais de la vie on met de l'eau dans une machine avec de l'électricité. Donc on ne le disait pas mais on le faisait. Maintenant on le dit parce que tout le monde dit que c'est formidable, etc. Je vais m'arrêter pour laisser un peu de temps aux questions. Juste pour finir sur un sujet qui n'est pas sur le data center lui-même, mais les sujets qu'ont à traiter les fournisseurs de cloud. Il y a les sujets de la protection des données, de tout ce qui est certification et autres. Et l'un des grands enjeux pour notre métier, c'est de fournir, à OVH, c'est de fournir des infrastructures. Ce que font les clients sur ces infrastructures-là, on n'en sait rien. On n'accède pas à leurs données, ils font ce qu'ils veulent avec. C'est à eux de respecter entre guillemets la loi, etc. Mais ils ont besoin d'être confortés sur un certain nombre de sujets en termes de sécurité et de protection des données, sur des périmètres de certification. Donc on va avoir des certifications sur des certifications de type ISO, ISO 27001, etc. sur la manière dont on gère la sécurité des choses. Des sujets sur la protection des données de santé. En France, il y a une accréditation sur ce sujet-là, qui va devenir une certification, mais qui est aujourd'hui une accréditation. Sur la gestion des données financières, ce qui est demandé par les clients, c'est de respecter quelque chose qui s'appelle le PCI DSS, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de sujets où on va être audité régulièrement par des tierces parties pour démontrer à nos clients qu'on respecte un certain nombre de standards de sécurité là-dessus, et surtout pour éviter que nos clients viennent faire leur propre audit systématiquement chez nous, histoire d'éviter que ce soit Disneyland. Et ça, tous les fournisseurs de cloud sont dans cette approche-là. Il y a un sujet qui est un sujet, je ne sais pas si c'est un sujet sans fin, mais qui ne va pas finir tout de suite. C'est le sujet de la régulation sur comment un gouvernement peut accéder aux données, à vos données dans un data center ou dans une infrastructure de manière générale. Et là-dessus, par exemple, la législation américaine a une vue très extensive de ce qu'a le droit de faire le gouvernement. Donc, à quelque chose qui s'appelle le Patriot Act, mais pas que, mais on va rester là-dessus, qui, pour faire simple, donne la capacité au gouvernement américain d'aller demander de l'accès aux données et aux infrastructures des fournisseurs de cloud, alors non seulement sur le territoire américain, mais aussi des fournisseurs américains sur des territoires tiers. Donc, il y a des batailles juridiques, judiciaires en cours qui impliquent Microsoft, Google, etc. Parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, parce que je défends un petit peu un certain nombre d'acteurs américains aussi qui n'ont pas forcément choisi ça. C'est simplement que le régulateur américain considère que le sujet de Homeland Security est bien plus important que la vie privée. En Europe, on a une vue différente du sujet, même si certains gouvernements nationaux en Angleterre, en Allemagne, voire en France, essayent d'aller dans ce sens-là. Pour l'instant, ils y vont. Enfin, les Anglais, ils vont quand même pas mal, mais les autres, sont pas trop sur cette ligne. Et au niveau européen, on est plutôt sur une ligne d'abord on défend la vie privée et le sujet Homeland Security vient après. Donc on est sur vraiment une différence de philosophique extrêmement profonde. Et donc ce qui fait que sur le sujet par exemple du transfert des données entre l'Europe et les États-Unis, il y a le Safe Harbor, ça vous parle peut-être pas, mais il y avait un accord entre l'Europe et les États-Unis sur la capacité de transférer des données dans la mesure où il y avait une équivalence de la protection des données par défaut qui était évaluée entre l'Europe et les États-Unis, qui a été attaqué par un juriste autrichien qui s'appelle Max Schrems face à Facebook, qui l'a fait sauter. On a renégocié un truc qui s'appelle le Privacy Shield, et il est probable que le Privacy Shield suive la même voie, c'est-à-dire que saute de la même manière devant la Cour de justice de l'Union européenne sur le fait qu'on protège de la même manière les données aux États-Unis et en Europe. Et ça, c'est un sujet, pourquoi j'en parle là ? Parce que c'est aussi un sujet pour la manière dont on structure les infrastructures.
Nous, aujourd'hui, OVH, pour ne pas être soumis à ça, on a des activités aux US, on a complètement séparé les infrastructures, que ce soit juridique, les équipes de management, donc on a un autre comité exécutif aux États-Unis, etc., avec des équipes de gestion qui n'ont rien à voir, donc avec un cloisonnement total des infrastructures, justement pour ne pas faire prendre le risque à nos clients non américains d'être soumis au Patriot Act. Donc c'est aussi un sujet qui a des impacts sur l'infrastructure, sur la manière dont on gère le réseau, etc. etc. Et je finis juste par un peu de pub. Donc on a, avec un certain nombre de concurrents européens, on a justement créé un code de conduite sur la protection des données personnelles, qui s'appelle c'est le 6P Data Protection Code of Conduct, justement pour implémenter la nouvelle régulation qui arrive en mai 2018, qui s'appelle la GDPR pour General Data Protection Regulation, qui va imposer un certain nombre de choses sur la manière dont on gère la protection des données personnelles et notamment la portabilité des données personnelles en Europe. Et donc c'est des sujets qui impactent aussi tous les fournisseurs de cloud et qui ont des impacts, là pour le coup, pas sur les data centers, mais qui ont des impacts sur la manière dont on gère les services dans les data centers. Donc je vais m'arrêter là pour laisser quelques minutes de temps aux questions. Et j'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alban. Je pense qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Avez-vous des questions? Merci. Bonjour. Est-ce que, par rapport au refroidissement à eau, vous avez des besoins spécifiques en termes d'alimentation et ou de rejet? Ou est-ce que c'est simplement eau courante, rejet dans le tout à l'égout? Alors non, on est alors, à une exception près, parce que historiquement c'était le premier site où on a fait quelque chose, qui est le site à Paris où on pompe à 70 mètres et on rejette. À cette seule exception près, donc sur l'ensemble des autres data centers, on est en circuit autonome. Donc c'est-à-dire qu'on a des piscines de refroidissement qui sont soit dans un bâtiment à côté, soit en sous-sol, etc. Et on a des systèmes de pompe qui vont permettre de gérer l'eau. Donc à une exception historique près, qui était la première, donc quand on a testé comment ça fonctionne, tout le reste, on est en circuit autonome, donc on ne rejette pas l'eau. Et ça va un peu plus loin même, on réutilise la chaleur qui est dedans, parce que dans nos locaux à Roubaix, sont chauffés par la chaleur qui est dégagée par ces circuits d'eau-là. Donc on récupère le truc. L'ancienne équipe municipale ne voulait pas raccorder notre système on chauffait donc au chauffage urbain. Donc maintenant, la nouvelle équipe municipale est ouverte à la discussion, donc on est prêt à le donner, hein, donc c'est pas le sujet. À Paris, c'était rigolo d'ailleurs, dans nos locaux à Paris, on a un ensemble d'immeubles au-dessus où il y a 400 logements. Et en fait, on a proposé à la copropriété de donner gratuitement le chauffage. Et la copropriété n'en a pas voulu parce qu'ils avaient peur, parce que c'était gratuit, il s'est dit il y a un loup. Donc voilà, donc on pourrait faire plus. Donc à Gravelines, là, parce qu'on est après les situations sont différentes. À Gravelines, par exemple, on est au milieu de la Pampa, pas loin de la centrale nucléaire. On a proposé à un maraîcher du coin de monter ses serres à côté pour lui faire bénéficier de la chaleur gratuitement aussi qu'on dégage justement dans ce processus-là, quoi. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question? Ah, tout là-haut. À vous la régie. Ah, c'est laquelle? Alors, sur le côté data protection, dans quelle mesure OVH est touché par la GDPR, que ce soit au niveau client ou cloud? Alors, la GDPR, je vais expliquer en deux mots ce qu'est la GDPR, parce que c'est quelque chose qui impacte tout le monde.
Il y a alors, la GDPR, ça veut dire General Data Protection Regulation. C'est une manière uniforme, donc c'est une régulation en Europe. Donc si vous ne connaissez pas la manière dont fonctionne le système européen, mais il y a différentes manières de créer de la législation en Europe. La régulation, c'est la manière la plus forte. C'est de dire, ça s'applique depuis le premier jour de la même manière dans tous les États membres. Quand on parle de directive, ça veut dire qu'il va y avoir une transposition dans chaque État, et éventuellement chaque État va transposer la chose de manière un petit peu différente. Et par exemple, une transposition, les directives en moyenne en Europe sont transposées au bout de 7 ans. Une régulation, c'est jour 1, ça s'applique à tout le monde. Ce que prévoit, il y a beaucoup de choses dans la General Data Protection Regulation, parce que, comme c'est écrit dedans, ça veut dire général. Donc ça s'applique à tous les secteurs d'activité, et c'est sur le sujet de la protection des données personnelles. Donc que vous soyez un fournisseur de voitures, un fabricant de médicaments, un fournisseur de cloud, un éditeur de logiciels, ça s'applique à tout le monde. La question, c'est comment un utilisateur, un client, va avoir accès à ces données personnelles, et comment potentiellement ces données personnelles, notamment, il peut en avoir la portabilité, donc les emmener chez un de vos concurrents. Déjà, accéder à sa donnée, il y a plein d'industries où c'est pas prévu. Je veux dire, vous allez voir votre vendeur de voiture, c'est accéder à vos données personnelles, vous pouvez courir. Hein. Donc, mais même chez des gens, des cimentiers comme Lafarge ou autres, il y a un vrai sujet. Enfin, je veux dire, tout le monde est paumé sur ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça entre en fonction. Donc, ça a été voté au mois de mai de l'année dernière et publié au journal officiel le 5 mai de l'année dernière. Et ça va entrer en vigueur le 25 mai 2018, du premier jour. Sur le cloud, le sujet, c'est quoi ? Il y a un vrai sujet sur les gens qui manipulent la donnée personnelle. Et là, la donnée personnelle, ça va toucher tous les éditeurs de logiciels notamment. Un fournisseur d'infra, j'explique les différents sujets pour en venir au sujet du fournisseur d'infra, mais un éditeur de logiciels va être beaucoup plus touché qu'un fournisseur d'infra. Nous, notre métier de fournisseur d'infrastructure, c'est de fournir de l'infrastructure matérielle et du service qui permet à par exemple des éditeurs de logiciels de mettre leur service dessus et donc de les aider à respecter les contraintes de la régulation. Sauf que, là je parle de nous vis-à-vis de nos clients, après je parle de nous en interne, mais nous vis-à-vis de nos clients. Sauf que dans la GDPR, il y a notamment un sujet qui s'appelle la joint liability, donc la responsabilité conjointe. La responsabilité conjointe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un leak de données sur des données personnelles dans un des éléments de la chaîne, c'est-à-dire qu'un éditeur de logiciel, par exemple, qui a codé son application avec des pieds et qui a des trous dedans, ça peut arriver, hein, j'ai fait du soft, hein, donc ça arrivera toujours, toute la chaîne de valeur derrière peut être considérée comme solidairement responsable. Ça veut dire qu'on peut se retrouver, nous, OVH, dans la situation, parce qu'un de nos clients a mal codé son appli, à être solidairement responsable des pénalités financières qui seraient du fait, pas de notre fait, mais de quelque chose qui a été fait par un de nos clients. Ça, c'est un vrai sujet pour nous. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on a écrit un code de conduite pour dire, nous, fournisseurs d'infra, on n'a pas de problème à être responsable sur ce sur quoi on a la main, parce que c'est normal, d'une certaine manière, d'être responsable de notre métier. Par contre, il y a des trucs, on ne sait pas ce que font les clients sur nos machines. On n'a pas la capacité, on n'a déjà pas accès à leurs données, donc on n'a pas la capacité de vérifier s'ils le font correctement. Et en plus, c'est pas notre métier. Donc on n'est pas flic ou gendarme du code ou je sais pas quoi. Donc ça, il y a un vrai sujet. Donc on est vraiment impacté parce qu'il y a un vrai risque là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la législation sur tout ce qui sur les gens qui ne respectent pas la GDPR est assez sévère. Aujourd'hui, les risques sont plafonnés, si un problème de ce type-là, sont plafonnés à 150 000 € en France, par exemple. Demain, avec la GDPR, l'amende peut monter à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. C'est plafonné. Pour le moment, c'est plafonné à 20 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Le Parlement européen travaille à faire que le plafond potentiellement augmente. Mais ça veut dire qu'on arrive sur des choses... 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est colossal.
Donc on arrive sur du dissuasif et ça peut avoir un impact majeur. Donc là, on est dans une situation fournisseur d'infrastructures vis-à-vis de nos clients. Donc quelle est la séparation de responsabilité? Et là, on a un vrai impact. Et en fait, ça fait... moi, ça fait 3 ans que j'y bosse, pas full-time pour ce qui me concerne, mais avec moi et avec un certain nombre de nos concurrents pour savoir comment on structure les choses à ce niveau-là. On travaille avec la Commission européenne sur le sujet, avec la CNIL et d'autres CNIL européennes, etc. etc. Maintenant, sur notre besoin en interne, on est soumis finalement à la même chose que tout le monde. Alors, le truc, c'est que la plupart de nos clients sont pas des personnes physiques, sont plutôt des entreprises. Donc, dans ce sens-là, l'accès aux données est plus limité. Mais après, on a quand même des personnes qui ont, qui ont un besoin d'accès à leurs données physiques. Mais pour nous, c'est plus... C'est un champ relativement restreint là-dessus. On n'est pas un fournisseur de plateforme comme un Facebook où demain je dois pouvoir dire ma conversation que j'ai eue avec Tartampion, je vais pouvoir l'emmener chez un concurrent de Facebook avec toute ma conversation. On n'a pas ce type de problème à gérer. Donc l'impact est beaucoup plus faible chez nous que chez l'ensemble des fournisseurs de plateformes de cloud ou de services cloud en général. En version courte, je pourrais faire 3 semaines dessus. Ok, merci. On a une autre question du chat. Concernant la partie logicielle, OVH a choisi la technologie OpenStack pour gérer son cloud public. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, il y a plusieurs choses. OVH fait de l'OpenStack depuis bien longtemps, parce qu'on a une offre qui s'appelle Ubique, qui est un Dropbox-like, qui a été développée sur une base OpenStack. Donc avant même qu'on annonce qu'on veut faire du cloud public sur l'OpenStack, ça fait déjà plusieurs années qu'on faisait de l'OpenStack chez nous. Aujourd'hui, en termes OVH doit avoir la première ou la deuxième plus grosse installation OpenStack en Europe. Donc je sais que le CERN travaille beaucoup et qu'ils ont quelques dizaines de milliers de machines sur le sujet. Donc il faut... on ne va pas se comparer à ça, mais on est probablement le premier fournisseur de cloud privé sur l'OpenStack en Europe. Notre job, c'est pas de faire un choix d'une techno. Ça peut paraître bizarre, mais ce que je disais tout à l'heure, on est un supermarché. Et si quelqu'un veut venir héberger chez nous ces infrastructures sur de la techno VMware, sur de la techno Microsoft ou sur de la techno OpenStack, il faut qu'il soit le bienvenu et qu'il ait les infrastructures pour pouvoir le faire. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes maturités. Typiquement aujourd'hui, la plupart des entreprises, quand on parle de la base installée, de ce qu'on appelle le legacy, dans 90% des cas, la virtualisation à l'intérieur des entreprises est faite sur une base VMware. Si aujourd'hui l'entreprise veut facilement passer de son interne VMware et bénéficier de l'avantage du cloud en externe sur les coûts, le fait de pouvoir rajouter des machines, arrêter les machines quand ils veulent, et donc de ne pas faire les investissements en CAPEX, mais de simplement avoir les coûts en OPEX, d'avoir des gens qui font de la sécu 24/7, etc., etc. Donc pour bénéficier des avantages du cloud, ils n'ont pas forcément envie de redévelopper leur framework technique pour migrer leurs applications vers l'OpenStack. Donc ils vont venir vers chez nous en gardant ce qu'ils ont déjà fait. C'est ce qu'a fait Voyage SNCF par exemple, sur du VMware chez nous. Après, on va avoir des gens qui vont développer des nouvelles applications sur de l'OpenStack, qui vont pouvoir le faire nativement sur de l'OpenStack. Et dans certains cas, si la taille de l'application et si le coût des licences de VMware est trop fort, etc., ils vont estimer de dire tiens, je vais aller faire un redéveloppement sur une base OpenStack sur ce sujet-là, etc. Et donc mon application de demain sera sur de l'OpenStack. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour fournir le 4 quarts, les œufs, la farine, tout ce dont le marché a besoin, et c'est pas nous qui allons choisir à la place des clients. Pour nos devs internes, on va choisir, mais que les gens vont venir acheter chez nous, chacun peut choisir ce qu'il a envie d'avoir, et notre job, c'est de faire bien correctement le boulot sur chaque truc. Donc on fait très bien le boulot sur OpenStack,
Et on fait très bien le boulot sur un VMware aussi. OVH aujourd'hui c'est le partenaire de VMware au niveau mondial qui a la plus forte croissance, plus qu'un China Telecom ou plus qu'un AT&T, etc. Donc on essaie de faire très bien le boulot sur chacun des sujets et après c'est à chacun de décider. Aujourd'hui, dans un contexte, j'allais dire à la misère, je pense que la plupart des gens vont partir sur de OpenStack, mais dans les entreprises aujourd'hui la plupart des trucs qui sont en prod sont sur du VMware.